Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Voici le sommaire. Que pensent les Béninois de la suppression prochaine de la vente des produits pétroliers au bord des voies? L'une de nos équipes a tendu son micro aux acteurs de la filière. Descente inopinée du directeur général des infrastructures sur le chantier Calavi-Kota. Jacques Ayadi est allé vérifier l'évolution des travaux et apporter des réponses aux préoccupations des usagers. Et puis, préparation du CEP 2018, candidats et administration se mettent au pas dans ce journal. Le constat des préparatifs à Paraco. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur l'ORTB. Le président du COSLEPI, à la tête d'une délégation, s'est rendu mardi chez le président de la Sénat. L'objectif de la visite est d'établir un partenariat entre les deux structures pour des élections législatives réussies. Janvier Yahwedeo en a profité pour faire le point de l'évolution des travaux avec Emmanuel Tiando. Les détails avec Lenaïk Agbazao. C'est dans une ambiance bon enfant que le président du COSLEPI, Janvier Yahwedeo, et sa délégation ont été reçus par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Une visite de courtoisie qui vient établir le pont entre ces deux structures, maillon essentiel dans l'organisation des élections en République du Bénin. L'hôte de la Sénat expose le point de préparation des élections législatives au niveau du COSLEPI. Nous avons déjà mis en place les éléments techniques nous permettant donc de mener à bon port la mission qui nous est confiée. En dehors des obligations d'organisation, règlement intérieur, etc., nous avons déjà établi le budget et transmis au gouvernement. Et nous avons établi une feuille de route et appuyée par un chronogramme très précis qui nous permettrait d'offrir de la matière de qualité, c'est-à-dire une liste électorale et des cartes d'électeurs à bonne date aux électeurs, de façon à ce qu'on ne crée pas de soucis à la Sénat en son temps et pour lui permettre donc d'organiser des élections de façon particulièrement propre. Cette visite s'inscrit dans une démarche consensuelle. C'est pour réussir cette mission qu'il est obligatoire pour nous, à notre avis, de nous rapprocher donc du président de la Sénat pour recueillir son avis sur ce qu'il aurait souhaité, les améliorations possibles à apporter de façon à ce que le travail en amont soit particulièrement potable et digeste pour la Sénat. La Sénat apprécie à juste titre ce geste de civilité. Nous sommes deux organes complémentaires dans l'organisation des élections. Et donc le président et son bureau sont venus pour nous saluer et nous faire également part de l'évolution des travaux qu'ils mènent dans le cadre de la préparation de la liste électorale et de la confection des cartes d'électeurs. Bref, du travail qui s'effectue au COSLEPI en vue de l'organisation des prochaines élections législatives. Le tandem Sénat-COSLEPI est désormais plus que jamais solide pour des élections législatives réussies. Nous avons été très heureux de cette visite et nous avons réaffirmé au président du COSLEPI et aux membres de sa délégation que la Sénat sera toujours disponible à travailler avec le COSLEPI pour que la préparation du scrutin des législatives se fasse en tandem avec le COSLEPI afin qu'il n'y ait pas de problème de dernière heure pour l'organisation de cette élection. Je voudrais donc, au nom de la Sénat, remercier le président du COSLEPI ainsi que les membres du bureau qui l'accompagnent pour leur initiative. Et naturellement, nous ferons le devoir également de leur rendre visite. Et comme ça, vous allez constater que ces deux institutions travaillent en partenariat pour que nous organisions des élections transparentes, libres et crédibles. Janvier Yahwedeo et son équipe sont repartis satisfaits en attendant le retour de l'ascenseur.
Une visite de la Sénat pour constater de visu l'évolution des travaux dans le cadre de la préparation des élections législatives prévues pour 2019. L'interdiction de la vente des produits pétroliers au bord des voies fait partie des dernières décisions prises par les députés à l'Assemblée nationale. Qu'en pensent les acteurs de cette filière et les populations? Jérôme Hongbo et Wenceslas Sawaimon ont fait le constat. Suivez plutôt. L'essence exposée et vendue au bord des voies fait polémique depuis quelques jours. Suite aux dernières lois votées à l'Assemblée nationale, l'on pourrait assister à la suppression de cette activité. Moi, je pense que ce n'est pas mal de supprimer, mais il faut quand même avoir, si on supprime, quelles sont les conséquences que nous pouvons avoir dans la vie sociale. Voilà que ici nous sommes dans un pays pauvre, mais il ne faut pas aussi profiter davantage après avoir supprimé ces activités. Il faut les donner, ceux qui vont quand même entreprendre pour quand même pouvoir survivre. Mais c'est que quelque chose qui sera mal si on supprime, mais pour le futur, c'est un bon pas, un bon développement pour le pays. Il n'y a pas assez de stations et il n'y a pas assez de lieux de vente de l'essence déjà. Et déjà, les stations, on a remarqué que lorsque les vendeurs du Payot n'en ont pas, déjà les stations n'arrivent pas à satisfaire. Donc déjà, si les stations n'arrivent pas à satisfaire, à quoi bon vouloir supprimer? C'est déjà ça le problème. Nous reconnaissons que le Payot a des risques sur le climat, sur la santé, sur les différents trucs. Mais déjà, c'est bien beau de le dire. Mais quand même, il faut déjà trouver des solutions post et pré avant de dire supprimer carrément. D'autres citoyens craignent le regain de l'insécurité. Entretien de nos trafics, bon accident ni gonjujo. Nous comprenons. Si pas moyen de voter ou bon accident ni gonjujo. Et quand on m'a, il est support. Bon, il supprimer dion. Ni mi da mi no fi nga bo amo o 5 000 10 000 bo yo mo moto gomen. Ye jagudo no e akowo yi san si do aliji. Ai pe an kiga to de ado yan pe wo yi. Well ado kon de ya. Ils sont des milliers d'acteurs impliqués dans ce commerce dont les conséquences sont nombreuses sur l'environnement et sur les hommes. Depuis le vote de la loi, ils s'en remettent à l'arbitrage du chef de l'État pour une réorganisation du dit secteur. Nous avons remercié ces représentants à l'Assemblée qui ont voté cette loi. Il y a certains qui nous ont défendus. On lui demande, en tant que père de la nation, l'homme que le peuple a choisi pour le sauver, de nous appeler. Et puis ensemble, on va trouver une solution à ce secteur. Parce que ce secteur n'a pas besoin de supprimer de façon brutale, on l'a dit tout à l'heure. Ça a besoin d'une réorganisation. Ensemble, on va réorganiser, le peuple béninois sera à l'aise. Suite aux plaintes des usagers du chantier Calavik-Bota dont se charge l'entreprise Ebomaf, le directeur général des infrastructures et des transports a effectué ce mercredi une descente inopinée. Jacques Kayadji a été on ne peut plus clair. Les détails avec Jérôme Hongbo. Il m'est revenu que l'humanisation du projet que j'ai demandé là, c'est pas encore ça. Les déviations sont laissées à leur sort, si bien que les populations souffrent. Le directeur général des infrastructures se désole du cours des travaux conduits par l'entreprise Ebomaf sur le tronçon Calavik-Bota-Ruedo. Les plaintes sont de plusieurs natures. Par exemple, l'excès de vitesse ayant failli coûter la vie à un usager. Si vous rencontrez un camion en train de faire l'excès de vitesse, vous l'arrêtez. Ils ont failli tuer une dame à fleur de l'âge qui vient de faire une thèse en chimie et qui a remporté le premier prix mondial à Bruxelles. Vous savez, et on l'a coincé dans le véhicule. Nous étions un blanc qui passait, qui l'a secouru, elle serait déjà morte. Autre constat, les voies de déviation abandonnées à leur sort. Les voies que vous avez utilisées comme déviation, vous avez le devoir de les remettre en état. Donc, chef de mission, vous recensez les voies, même si elles ne sont plus utilisées comme déviation aujourd'hui. Ebomaf a le devoir de les remettre en état. La Direction générale des infrastructures entend bientôt lancer un avis d'appel d'offres dans le but d'un déplacement de réseau.
Condition sine qua non requise, la suppression des travaux en cours. Il y aura une séance demain, mais en attendant la séance, c'est que la mission de contrôle doit vous envoyer le point pour que vous puissiez donner votre avis sur cette suspension des travaux. Mais seulement, quelle que soit la réponse, c'est que nous devons maintenir le matériel pour assurer la circulation et réduire les effets de soulèvement de poussière. Cette descente de Jacques Ayadji trouve tout son sens, puisque le gouvernement tient au suivi rigoureux des chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire national. Un seul mètre des 110 km de route environ prévus pour être asphaltés à Parakou ne sera omis. Certes, le démarrage physique des travaux n'est encore perceptible sur le terrain, mais cela ne signifie pas que rien ne se fait en amont. L'une de nos équipes de reportage est allée faire part des attentes des populations de Parakou au directeur départemental Borgou du cadre de vie. Écoutons Sanioro Pibou sur des propos recueillis par Esther Saossi et Bertin Adimi. En matière de préparation, le 29-30 avril dernier, nous avons validé ici l'étude d'impact environnemental et social dans le cadre du programme d'asphaltage. Et j'ai pu vous dire toutes les rues à asphalter, toutes les rues à paver sont connues, identifiées dans la ville. Ces rues-là seront aménagées avec de l'embellissement. Il y aura des arbres, il y aura des lampadaires. Et lorsque vous prenez une rue, il y aura le trottoir, il y aura même les parties où, lorsque vous êtes en circulation, vous voulez garer, ce serait aménagé. Bref, c'est des rues qu'on va reprendre, mais en les rendant plus belles, en mettant en place un certain nombre d'infrastructures qui permettent de multiplier la fonction de ces rues-là. Les études techniques par rapport aux voies ont été réalisées. Les études d'impact environnemental ont été réalisées. Nous sommes aujourd'hui au niveau des APD, des avant-projets définitifs. Lorsqu'on arrive à ce niveau, ça veut dire que tout est fin prêt, que les uns et les autres patientent. Le gouvernement travaille dans une logique qui tient compte des différentes phases essentielles à satisfaire avant de passer à l'œuvre. Nous-mêmes, au niveau local, nous essayons d'attirer l'attention des uns des autres sur la recolonisation des espaces libérés. Parce que j'entends des gens dire pourquoi ça prend du temps si on est convaincu que c'est des espaces publics qu'on occupait et qu'on les libère, qu'on laisse le soin au gouvernement de mener à bien tous les aménagements prévus au niveau de ces rues-là. Pour ce qui est de la divulgation des animaux, elle est une préoccupation pour tout le monde. D'ici peu, les pessimistes, ils verront ce qui va se faire. Ce qui est sûr, c'est un programme du gouvernement, ça fait partie du PAG, et nous autres, nous savons que avec méthode, le PAG est en train d'être mis en œuvre. Séance d'échange entre la police républicaine et les syndicats des transporteurs de l'Aliborie. Objectif, à renforcer la sécurité routière de façon participative et consensuelle. La rencontre a eu lieu à l'hôtel de ville de Kandi. Le compte rendu avec Judikaël Aïna et Aziz Alagui. Garantir de la sécurité sur les axes routiers. La question fait l'objet d'une rencontre entre les acteurs de ce secteur dans l'Aliborie, notamment les différents syndicats de transporteurs et une représentation de la police républicaine. La séance qui se tient aujourd'hui entre dans le cadre des actions qui doivent nous permettre d'assurer de façon durable, mais de façon concertée, la sécurité des personnes et des biens dans le département de l'Aliborie. Les représentants des associations de transporteurs disent jouer leur partition en vue de la pérennité des avancées faites en matière de libre circulation des biens et des personnes ces dernières années. Nous remercions le gouvernement en ce qui concerne la sécurité retrouvée sur nos actes routiers dans notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons quitter Cotonou, à mon avis, sans escorte. Nous avons décidé de ne pas intervenir au cas où on arrêterait un conducteur indélicat. Mais nous avons nos luttes syndicales. On a toujours demandé de ne pas tenir compte de la boîte pharmaceutique. Nous ne sommes pas infirmiers. On n'a jamais été initiés à comment soigner quelqu'un qui a les maux de tête. Dans la pratique, nous allons vous demander
de nous voir ça. Des concessions certes, mais la police républicaine n'entend pas le faire sans le respect des textes en vigueur. Je vous apprends que désormais, le DDPR, dans ses prérogatives, peut organiser le contrôle routier n'importe où sur la voie, sur son territoire de compétence. Lorsque nous arrêtons un véhicule pour excès de vitesse, on profite pour faire tout le contrôle sur le véhicule. Par rapport à la boîte à pharmacie, là encore, nous pouvons encore fermer les yeux. La direction départementale de la police républicaine a notifié à son vis-à-vis son entière disponibilité à revisiter les infractions et autres actes similaires en guise de rappel. Mise en service de plusieurs ouvrages d'assainissement et de franchissement dans 3 arrondissements de Banikwara, le conseil communal envisage solutionner les difficultés de circulation qui entravent le développement. C'est le maire Tamou Bio Sarako qui a procédé à la mise en fonction des dites infrastructures. Gomori, en zone semi-urbaine, Kokiboro et Ouné, 2 localités périphériques, sont les bénéficiaires de ces ouvrages d'assainissement et de franchissement mis en service par la mairie de Banikwara. Le premier projet, c'est le projet d'assainissement de la rue Sekobao Demaro dans l'arrondissement de Gomori, d'une linéaire de 500 mètres avec près de 1100 mètres linéaires de caniveau. Le second projet, c'est le projet de réalisation d'un ouvrage de franchissement à Kokiboro. Le troisième projet, nous avons là une série de 4 ouvrages de franchissement pour traverser Ouné Darou. Entre-temps isolés du fait de leur difficile accès, ces localités conjuguent désormais au passé les multiples péripéties liées à la traversée de certaines zones. Il y a moins d'1 an, on ne circulait plus là-dessus. C'était totalement à l'abandon. Voilà, on nous a trouvé un entrepreneur qui est venu faire un beau travail. Notre rêve est devenu une réalité. Il y a de cela des décennies. Nos populations qui sont de l'autre côté ont des difficultés à rejoindre le village. Vraiment, il y avait une zone isolée totalement. Donc c'est par la grâce de Dieu et du maire qu'on a pu avoir un bon accès à Sombi Kreko, à Nyambo, à Kweborgou et à Bamaru. La qualité des travaux et le respect des délais contractuels rassurent l'autorité communale de la sécurité et de la pérennité des ouvrages. Il faut que nous puissions réaliser des infrastructures qui répondent aux normes, des infrastructures qui soulagent les peines des populations. Nous sommes bel et bien dans notre vision, celle de faire de la commune de Banikwara une commune rayonnante. Plus de 160 millions de francs CFA ont servi à la réalisation de ces infrastructures. Des fonds provenant du FADEC non affecté 2017 et du FADEC Agriculture 2015-2016. Plus de 2600 plants ont été mis en terre dans l'arrondissement de Sérou, précisément dans la forêt sacrée de la localité par les usagers du bois, appuyés par l'inspection forestière de la Donga. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Reportage. Les responsables de l'inspection forestière Donga en synergie d'action avec les usagers du bois de Djougou. L'objectif est de sauver puis protéger le couvert végétal, précisément la forêt sacrée de Sérou. Dans la localité de Bouloum, les actions anthropiques participent progressivement à la destruction de la forêt. En témoigne cet espace de plus d'1,5 hectare dépourvu de végétation, d'où l'idée de la mise en terre de 2620 plants pour marquer également la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Lorsque on arrive à enlever le couvert végétal et le climat avec sa force agit, vous allez voir que le sol n'a plus son pouvoir, la terre n'a plus son pouvoir. Si la terre n'a plus son pouvoir, où est-ce qu'on va cultiver de l'igname? Où est-ce qu'on va cultiver le maïs? Où est-ce qu'on va trouver de l'eau pour boire? Donc la dégradation de la terre, ça peut entraîner beaucoup de choses négatives pour la vie sur terre. Donc nous devons tout faire pour sauvegarder la terre,
La terre a une vraie valeur. C'est le thème de cette année sur le plan mondial. Et on nous demande de nous investir pour sauvegarder la terre. Pour une meilleure sauvegarde de l'environnement, nul ne sera de trop, reconnaissent les participants au reboisement. Ça fait la 6e édition. Avec l'appui de l'inspection, on a chaque année l'habitude de faire le reboisement. On cherche des espèces et qu'on en fait chaque fois. Effectivement, il ne s'agit pas de planter, mais après la plantation, il faut des suivis. Que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, eux aussi, ils ne laissent pas les choses là parce que sans l'arbre, il n'y a pas la vie. On dit que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Et chers usagers, je vous prie Dieu, comme Dieu nous a donné la santé, on est chaque fois là en train de faire, il ne faut pas que chaque fois on baisse les bras. C'est avec amertume qu'en plein cœur de la forêt, on puisse voir cette détérioration très avancée, très poussée ici comme ça. Donc c'est pourquoi il dit que vous avez vu juste pour qu'on vienne combler cette portion de terre pour que la forêt retrouve sa force naturelle. Nous allons veiller pour que vraiment ces espèces-là soient vraiment entretenues. 4 espèces, au nombre desquelles le mélina, le teck et le kaya, ont été mises en terre. Les préparatifs du certificat d'études primaires CEP 2018 se déroulent sans difficulté majeure dans les établissements publics de Parakou. À quelques jours du lancement officiel de cet examen, enseignants et administrations départementales disent avoir donné aux candidats les armes nécessaires pour affronter les épreuves. Le constat avec Mohamed Bogo Salifou et Nestor Sela. Le certificat d'études primaires CEP 2018 aura bel et bien lieu le 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national. En prélude au lancement officiel des épreuves écrites, les directeurs d'école se félicitent d'avoir parcouru tout le programme. L'école primaire publique Nima B, dans la circonscription scolaire Parakou 1, ne fait pas exception. L'essentiel est réalisé. Nous avons parcouru presque tout ce qui est programmé. Toutes les disciplines ont été presque terminées. Ils ont même terminé. Malgré les perturbations observées au cours de l'année scolaire, directeurs d'écoles et apprenants restent confiants et rassurent. En ce qui concerne mon école, on n'aura pas moins de 80% s'il plaît à Dieu. J'ai l'espoir qu'il y aurait quand même un très bon pourcentage. Nous serons au-dessus de la moyenne, nous serons au moins à 80%. Je suis prête à réussir mon CEP parce que j'apprends mes leçons. Je fais mes exercices à la maison. Le maître me désigne, je réponds plus vite. Même optimisme à la direction départementale des enseignements maternels et primaires du Borgou. Tout est fin prêt pour le bon déroulement du CEP. Et je m'explique, c'est que à l'heure où nous sommes, nous avons déjà reçu le matériel lourd de la direction des examens et concours. Donc le matériel lourd est à notre portée. Il s'agit des feuilles de composition, des feuilles de brouillon des apprenants. Également, il faut dire que la liste des surveillants et des correcteurs, cette liste a été déjà validée et que tout ça s'est déjà apporté. En attendant le jour J, ces candidats au CEP 2018, quant à eux, continuent de feuilleter cahiers et manuels avant d'aller à la quête de leur premier diplôme. Le complexe scolaire Jean-Michel Le Faucon vient d'être gratifié d'une infrastructure sportive par la Fondation Suarez. Le compte rendu de la cérémonie d'inauguration avec Innocentia Aladagbe, Patrick Ayadi et Miché Elegbe. Voilà le geste qui symbolise la mise en service de ce joyau. Un terrain de sport au profit des élèves et étudiants du complexe Jean-Michel Le Faucon. Cette enceinte sportive va abriter des rencontres dans plusieurs disciplines, le handball, le volleyball et le basketball. Cette infrastructure va combler les attentes des apprenants de ce haut lieu du savoir. Le sport est cette magnifique école de courage et de la vie où l'on découvre le plaisir de progresser et de se dépasser, où l'on apprend la volonté et l'envie de vaincre, mais aussi la solidarité et le respect de l'autre. Nous espérons que tous ceux qui utiliseront le terrain multisport du Faucon
sauront développer ces comportements. Un sincère remerciement à la Fondation Suarez et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de cette infrastructure. Bon usage sera fait de ce joyau. Plaise au ciel, sortiront de ce terrain de grands champions pour le bien de la nation. Longue vie à la Fondation Suarez. Le gouvernement du Nouveau Départ, dans son programme d'action, a réservé une place de choix au projet des classes sportives. Le chef de l'État, à travers ce ministre, a œuvré pour que dans notre commune, que les encadreurs sportifs soient déployés pour former vos enfants. Donc, au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, nous soutenons fortement cette initiative et nous allons rendre fidèlement à l'autorité pour qu'un accompagnement conséquent soit fait au niveau à l'endroit du moins de la Fondation Suarez. À l'occasion, le nouveau terrain a abrité 2 matchs de handball. Des démonstrations de karaté et de gymnastique ont aussi donné un cachet spécial à l'événement. Un événement qui a par ailleurs reçu le soutien de certains responsables de fédérations sportives du Bénin. Ouverture mardi d'un colloque national sur l'enseignement islamique. Les participants venus de tout le Bénin seront au thème des 3 jours que durent ces assises outillées pour une meilleure gestion et une meilleure approche pédagogique de l'enseignement islamique au Bénin. Alessis Assogba, Matt Okumasu pour le reportage. Pendant 3 jours, les 60 participants venus de plusieurs villes du Bénin seront entretenus sur 3 principaux points. L'amélioration de la gestion au niveau des écoles islamiques, la revue des pratiques d'enseignement et une modernisation des travaux au niveau des superviseurs de ces écoles. Pour les initiateurs du présent colloque, il s'agit de développer l'enseignement islamique, une initiative soutenue et approuvée par les autorités politico-administratives présentes. Compte tenu de la grimpée spectaculaire du nombre de musulmans dans notre pays et notamment dans notre région, ces genres de colloques revêtent d'une très grande importance. Que la mère de tous les maux est l'ignorance. Ce que vous faites est très apprécié par la municipalité de Parakou. Sur ces 3 jours d'assises, les participants fondent des espoirs. Nous attendons être bien aguerris et par rapport à ce thème afin que nous puissions sortir de ce colloque en ayant un peu plus de bagages par rapport non seulement à la gestion de nos écoles islamiques, mais également par rapport à l'encadrement de ces apprenants-là. Après cette formation-là, on attend que le système de l'enseignement arabe dans nos écoles arabes change. Une meilleure gestion de l'administration des écoles arabes. Des attentes qui seront comblées par l'ONG Amal au terme de ce colloque. Il y a beaucoup de nos frères musulmans, de nos frères dirigeants des écoles qui ont des difficultés dans la gestion des écoles. Donc nous maintenant, après cette formation, on va les suivre là-bas pour réduire ces difficultés, pour pouvoir faciliter la gestion de ces écoles. Et si la gestion devient facile maintenant, donc nos élèves vont sortir de ces écoles-là plus meilleures que ce que nous vivons aujourd'hui. Avec ce colloque, le premier du genre au Bénin, l'enseignement islamique connaîtra un souffle nouveau grâce à une redynamisation et un renforcement des capacités des enseignants et dirigeants qui le composent. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur l'ORTB.